Mes chers compatriotes, bonjour. Nous sommes de retour, nous nous retrouvons. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour à tout le Cameroun. Bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes. Vraiment, nous sommes stupéfaits de voir toute notre jeunesse qui fait la fête. Appelez tout le monde. J'ai pris 5 minutes pour demander à tous ceux qui veulent bien nous écouter de se rejoindre. Nous allons commencer à 15 heures pile. Appelez, partagez, faites ce qu'il faut pour que notre message puisse arriver. Nous n'avons pas la prétention de dire qu'à partir de nos messages, nous allons toucher tout le Cameroun grâce à un petit message. Mais ce que nous faisons interpelle tous ceux qui sont éveillés afin que chacun fasse sa part. Tous les Camerounais viennent d'un endroit et nous nous rejoignons sur une chose, c'est notre drapeau. Ce sont nos devises. Aujourd'hui, le Cameroun appartient aux jeunes. C'est la jeunesse qui est responsable de l'avenir de notre pays. Notre génération a été sacrifiée. Nos parents n'ont pas fait le travail. Malheureusement, nous sommes en responsabilité de dire aux jeunes que ce que nous n'avons pas pu faire, vous pouvez le faire. Nous sommes à une époque où le monde nous montre comment ça se passe ailleurs. Mes chers enfants, je vous souhaite une bonne fête. Mais regardez le monde. Regardez comment ça se passe ailleurs en Afrique. Regardez le Sénégal. Regardez comment ça se passe, comment les jeunes font bouger les choses dans les autres pays d'Afrique. Ne ratons pas le train du changement, mes chers enfants. Il s'agit de votre avenir. Nous sommes là pour vous dire, pour vous parler de nos erreurs, de ce que nous n'avons pas pu faire. Parce que quand nous avions votre âge, nous n'avions pas les mêmes possibilités que vous. Nous aimons notre pays. Dieu nous a bénis. Dieu a béni notre pays. Nous sommes heureusement logés sur les terres les plus riches du monde. Nous ne pouvons pas laisser nos richesses s'envoler et laisser nos populations éternellement dans la misère, dans la souffrance, comme nos dirigeants et ceux qui n'ont pas été élus ont l'intention de faire pour nos descendants. Nous ne sommes pas d'accord. C'est ça l'objectif de notre sensibilisation. Mes chers compatriotes, appelez tout le monde. Une fois que vous avez ce message, transmettez-le. Parce qu'au même titre que moi, qui suis du Djai-Lobo, je vais demander aux jeunes de chez nous de faire le travail de la sensibilisation pour que nous soyons prêts. Et je vous promets que nous sommes prêts de notre côté. Mais si nous faisons le travail seulement dans le Djai-Lobo, alors qu'ailleurs, dans le nord, là où règne le grabataire, M. Kavaï Ege Djibril, et tous les prévaricateurs qui sont de ce côté-là, si ceux qui sont éveillés de ce côté-là ne font rien, notre travail sera vain. Si à l'ouest, tous ceux qui voient les prévaricateurs de l'ouest continuent à faire les salamalek, alors que nous, dans notre coin, nous essayons de faire le nettoyage, ça ne marchera pas. Il faut que de tous les coins du Cameroun, que chacun prenne
sa responsabilité. Partagez, faites ce qu'il faut pour que le maximum de personnes soient au courant du début de la sensibilisation pour le changement. Le changement, c'est 2025 ou avant, mais nous avons un orbite qui est 2025 parce que c'est l'esprit de la Constitution de notre pays. Mes chers compatriotes, le sens de la dénonciation consiste à dire à tous ceux qui veulent le changement de prendre le relais, que chacun aille de son côté au Cameroun, qu'il aille dire aux gens, parce que le RDPC a infecté le territoire, il a infecté l'administration. Et moi, j'ai décidé de parler aux adhérents du RDPC aujourd'hui. Je sais que beaucoup m'ont dit inbox, pourquoi parler du RDPC? Si vous parlez du RDPC, on va parler du MRC. Il ne faut pas confondre les choses, mes frères. Tous les partis dits de l'opposition ne souffrent pas. Ils sont prêts au changement. Mais le RDPC a embastillé des personnes qui se sont réfugiées parce qu'ils ont le souci de la vie facile. C'est dans le RDPC que nous allons récupérer tous ces opposants qui se cachent. Parce que le RDPC, en vérité, est le nid des opposants. Mais ils se cachent parce que chacun veut vivre. Dans les ministères, ceux qui sont aux responsabilités ne sont pas meilleurs, des fois, que ceux qui sont des simples chefs de service. Mais ils bénéficient des nominations parce qu'ils ont des couloirs. Ceux qui n'ont pas de couloir, vous pouvez avoir tous les diplômes, toutes les qualités. Si vous n'avez pas baissé votre pantalon, vous n'aurez pas la promotion. Par conséquent, le pays est géré par des gens incompétents et nous avons le résultat de l'incompétence. Je commence par clarifier à nos jeunes que vous avez suivi le président de la République dans une image tellement obsolète qui nous démontre très bien qu'aujourd'hui, on utilise l'image de M. Biya via l'intelligence artificielle, un système qui est de notre génération et que nous allons vraiment essayer de démontrer. Nous préparons un autre discours de M. Paul Biya où il dira sûrement autre chose aux jeunes pour démontrer à ceux qui ont fait le discours mensonger, un discours hors sol qui ne ressemble pas à M. Paul Biya. Parce que moi je vous dis que ce discours ne ressemble pas à M. Paul Biya. Il n'aurait jamais pu tenir ce genre de langage que j'ai entendu. J'ai tellement honte de voir à quel point on utilise l'image d'un homme sans défense, un vieillard qui lui-même, à la limite, a donné le bâton à ceux qui sont en train de le fouetter aujourd'hui. Mais nous sommes des Africains. Nous sommes obligés de penser que ce vieil homme a eu un moment de sa vie où il a été lucide. Et nous sommes tous des humains. À un moment, il n'a pas pu maîtriser les choses. Aujourd'hui, il ne maîtrise plus rien. L'esprit de la sensibilisation consiste à dire, comme je vais le dire, moi je prends l'engagement. Les gens du Sud m'écoutent. Les gens du Djaïlo m'écoutent. Mes chers compatriotes, tous ceux qui, à un moment donné, au MRC, au PCRN, au Parti Univers, tous les partis qui veulent le changement, je ne vais pas tous les citer, tous ces partis ont essayé, mais ces partis s'arrêtent à des endroits où ils se disent qu'ils ont des possibilités de parler et de s'exprimer. Moi, mon rôle à moi, c'est de parler aux gens de ma région, de les sensibiliser. Parce que c'est là où je suis écouté. C'est là où je peux prouver. C'est là où je peux démontrer que vous,
Mes amis, vous mes frères, vous mes parents, je peux vous prouver que pendant 40 ans, vous avez été bercés dans le RDPC, mais vous n'avez pas réussi à récolter les fruits du RDPC. Je vous assure que si je parle aux militants du RDPC, ceux qui sont sur la route d'Akom 2 et Bolova, ces gens sont pour le changement. Parce que pendant 41 ans, on leur a promis des choses. La route Bolova Akom 2 est pour le changement. Parce que on ne va pas faire de cette route quelque chose avant 2025. Donc imaginez-vous, toutes ces personnes qui sont sur cette route, à qui on a toujours fait croire que c'est Paul Biya qui est leur sauveur pendant 40 ans, pendant combien d'années ont-ils attendu? Est-ce qu'ils espèrent encore? Non. Ils attendent, ils regardent le ciel en se disant qu'un jour, nous aurons une route. Or, la route Akom 2, Bolova, Kribi, cette route est tout simplement vitale pour l'économie du Sud. Mais elle est, à la limite, volontairement abandonnée parce qu'on ne veut pas désenclaver le Cameroun. On ne veut pas vous permettre de profiter de vos richesses. C'est pour ça qu'on retarde les travaux. Bien sûr, certains exigent des rétrocommissions. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai des expériences, du vécu. Quand j'ai voulu installer mon port sec dans le Djai-Lobo, je vous assure que malgré le fait que ma famille ait mis à disposition 20 hectares pour mettre sur place cette plateforme logistique, j'ai eu les patriarches du Djai-Lobo qui m'ont contacté pour me demander de vendre le terrain afin qu'ils puissent me permettre d'avoir les autorisations pour faire le port sec. Je leur ai dit que je ne peux pas vendre le terrain de chez moi. C'est le terrain familial. Je suis ici pour apporter de l'emploi. Et parce que j'ai refusé, beaucoup ont saboté le projet en sacrifiant des milliers de jeunes. Malgré les opportunités d'emploi, ce n'est pas ça leur problème. Ils veulent juste avoir de l'argent pour eux, pour leur famille. Monsieur Paul Biya n'a pas parlé hier. Monsieur Paul Biya a tout simplement été, on a utilisé l'image de Monsieur Paul Biya via l'intelligence artificielle pour vous faire croire que Monsieur Paul Biya est encore en train de s'adresser à vous, les jeunes. Ce n'est pas Monsieur Paul Biya. Retenez bien ça. À vous, les habitants de Mvangan, vous qui êtes l'un des plus grands bassins cacaoculteurs du Sud, vous pleurez pour avoir une route depuis des années. Vous ne l'aurez malheureusement pas tant que ce régime est toujours là. Participez, venez au changement. Et moi, je suis convaincu que le jour où toutes les régions du Cameroun, où tous les jeunes, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quand chacun aura fait le travail dans sa région, dans son département, dans son arrondissement, pour expliquer aux jeunes que vous êtes dans une arnaque, essayez de prendre sur vous le changement parce que tous ceux qui vous ont promis, ceux qui vous ont donné 10 000 francs en 2018, en vérité, vous divisez vos 10 000 francs par 7 et vous verrez à quel prix vous avez vendu votre vie. Et c'est comme ça que ça se passe depuis des années. 41 ans de pain, de sardines et de pagne, ce n'est pas ça le développement. 41 ans où on vous raconte, où on vous promet le bonheur. Moi, qui ai 52 ans, je vous assure que quand j'avais 12 ans, il y avait des bornes fontaines à Saint-Mélima. Moi, je vous assure que nous, à Saint-Mélima, on avait des groupes électrogènes bien avant que Néo ne vienne et tous ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui ont appris leur leçon grâce aux groupes électrogènes. Les coupures que vous avez aujourd'hui au Cameroun, tout ce manque d'énergie pour lequel on vous empêche de créer ne serait-ce que des petites entreprises pour pouvoir vous épanouir professionnellement n'existe pas. Donc, même l'emploi,
Vous n'avez pas d'opportunité. On vous a donné des motos afin que vous alliez vous casser la gueule au bord de la route parce que vous cherchez à bâcher 4, 5 personnes pour nourrir vos familles. Ce n'est pas cet avenir qui est le vôtre, mes chers jeunes. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février. Ce 11 février, c'est un 11 février qui amorce le changement dans tout le Cameroun. Ce 11 février, c'est un 11 février de la conscience. Parce qu'en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez d'autre? Qu'est-ce que vous risquez d'autre? Vous ne pouvez pas être plus pauvre que ce que vous êtes aujourd'hui. Donc le risque à prendre, c'est celui de se dire que si vous, les Boulous, vous n'avez jamais été sauvés par les Boulous, acceptez que le Cameroun soit géré par un autre personnage. Moi, Guy Monovix, je dis qu'au moins, pendant 5 septennats, 5 mandats, aucun Boulou ne va plus prendre le pouvoir. Moi qui suis Boulou, je vous le dis. Et je ne mélange pas par cette combine où on dit que les petits en général. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Ça, c'est une arnaque. Nous sommes les Boulous. Les Ewondo sont les Ewondo. Les Eton sont les Ewondo. Les Nanga sont les Nanga. Nous sommes petits dans un grand groupe. Mais en vérité, chacun a sa culture dans son coin. Chacun a sa culture dans son coin. Même les femmes et les Boulous, il y a une différence. Nous sommes les Boulous. Bia et Boulou. Les femmes sont en bas. Hein? Les Ntoumou sont de l'autre côté. Nous tous, nous sommes certes des petits, mais dans le partage du pouvoir, dans l'acquisition du pouvoir, oui, ce sont les Boulous qui ont géré le pouvoir pendant 41 ans. Ils ont appelé les Nanga et aujourd'hui, ils sont en duo. Ils n'arrivent pas à s'entendre pour savoir qui c'est qui peut prendre le relais après M. Paul Biya. Parce que les deux sont en quelque sorte en combat de coq. C'est un combat de coq entre les Boulous et les Nanga. Et nous disons, ni les Nanga, ni les Boulous ne doivent prendre le pouvoir en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, c'est ce qu'on dit. Et je le dis aux Boulous, ne rêvez pas. Paul Biya ne sera pas, et aucun Boulou ne sera président en 2025. Moi-même, je le dis. Et j'ai d'ailleurs discuté avec le professeur Nkumvondo. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Je ne suis plus prêt à soutenir un Boulou au pouvoir en 2025. Pas parce que je n'aime pas les Boulous, mais le Cameroun n'appartient pas aux Boulous. Non, les Boulous font partie du Cameroun. Moi, je ne serais pas contre de voir un Bafia président. Je ne serais pas contre de voir un anglophone président. Et encore, moi, je verrais bien, après M. Paul Biya, ça c'est mon souhait personnel, un anglophone prendre les règnes pour apaiser toute cette douleur, pour arrêter tous ces crimes qui se passent au Nozo. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous dire que je m'adresserai personnellement à M. Atangandi en tant que ministre, que je connais depuis plus de 20 ans. Il sait que je le connais. Je vais m'adresser à lui en tant que ministre, parce que je l'ai connu en tant que simple citoyen. Je prendrai le temps, après l'intervention de ce 11, pour m'adresser personnellement à M. Atangandi, ministre de l'administration territoriale, pour lui dire que, Monsieur le ministre, le changement est en train de s'amorcer. Je suis déçu par vous, vous qui êtes anglophone, d'accepter de voir le massacre qui se passe au Nozo. Je suis vraiment déçu. J'attendais de vous que pendant que vous êtes ministre de l'administration territoriale, que vous puissiez régler ce problème. Hélas, nous avons constaté que le Nozo, en vérité, c'est une source d'enrichissement pour certaines personnes, bien sûr, des hommes en tenue qui utilisent nos jeunes, qui recrutent nos enfants pour aller mourir contre une guerre asymétrique, contre une rébellion de personnes qui, à juste titre, qui représentent 20% de notre économie, à qui on est en train de détruire, de saccager des générations. Quelle perte pour notre pays. Nous ne sommes pas fiers. Nous ne sommes pas fiers. Moi, je ne peux pas penser à un Cameroun sans les anglophones. Non, les anglophones font partie de notre pays. Il est urgent que ce changement
permettre à quelqu'un, quand je dis que je pense, c'est un rêve, c'est un souhait personnel d'espérer de voir en 2025 quelqu'un qui puisse avoir la crédibilité d'aller dans le nord-ouest et d'aller dans le sud-ouest pour dire à nos frères, franchement, retrouvons-nous, arrangeons-nous. Nous sommes tous victimes de ce pouvoir. Pas seulement, c'est vrai, le sang a beaucoup coulé le sang coule toujours au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Franchement, nous demandons à ce que les jeunes prennent conscience. Moi, je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes de Mvangan, je parle aux jeunes d'Oyem, je parle aux jeunes d'Aboulou, aux jeunes des Mfuk, qui n'ont même pas la possibilité de circuler normalement parce qu'ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'eau. Les jeunes sont obligés de déserter les villages pour chercher des opportunités en ville. Et quelle opportunité? Ce sont les motos. Oui. Dans le sud, moi je vais vous dire qu'une génération de personnes, il n'y a pas que M. Paul Biya qui est en otage. Tous les hommes qui ont l'âge de M. Paul Biya, je prends l'exemple de M. Mvame Boutou, qui est normalement aussi ancien que M. Paul Biya, mais lui-même ne sait pas que tous ceux qui gardent M. Mvame Boutou sont payés par les élites du Sud. Moi, je sais que André Noël Essiane paye ceux qui sont gardiens chez M. Mvame Boutou, tout simplement pour savoir qui c'est qui entre, qui c'est qui sort. La mafia, dans le Sud, elle existe entre les élites en fonction des générations. Oui, nous avons un député dans le Djai-Lobo. Vous ne l'avez jamais entendu parler. Il est le coursier du DCC, monsieur le ministre Ayolo, qui est l'un des plus gros prévaricateurs du Cameroun. Nous le savons. Nous le savons. Il n'est pas possible que quelqu'un construise autant de maisons, que ce soit au niveau de Saint-Mélima, au niveau de Yaoundé, au niveau de... En quelques années, ce monsieur est devenu subitement multimilliardaire. Je l'ai entendu dire un jour qu'il a hérité de son père et il fait croire ça à tous les Camerounais. Or, c'est un mensonge. Son père est mort ruiné. Ruiné. Monsieur Ayolo Moïse est mort ruiné. Moi, je sais de quoi je parle. Celui qui doute peut aller au niveau du ministère des Forêts parce que monsieur Ayolo Moïse était propriétaire d'un agrément forestier. Il n'a jamais payé ses impôts. Il doit de l'argent à l'État. Donc, on ne peut pas hériter d'un homme qui doit de l'argent à l'État et justifier cela pour dire que non, mon père était riche, c'est pour ça que j'ai de la richesse aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Tous ces gens ont volé. Tous ces gens volent, pillent le pays, se servent du pays au détriment de toute la jeunesse qui se retrouve aujourd'hui sans avenir. Mes chers jeunes, nous sommes ici, nous prenons des risques. Nous exposons tous ceux qui, à un moment, ont cru pouvoir tenir tout le monde. Moi, je parle tête haute parce que je défie toute élite du Sud qui peut dire que Guy Monovix est venu me voir dans mon bureau parce qu'il avait besoin de carburant ou bien parce qu'il avait besoin de ceci. Tout ce que j'ai toujours demandé, a été toujours d'ordre professionnel. Et je n'ai jamais demandé de l'argent pour manger. Je n'ai pas besoin de ça. Et c'est pour ça que personne ne peut se lever la tête pour dire que Guy, on t'avait donné tel marché, Guy, on t'a donné telle subvention. Voilà. Donc, je parle aisément. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Nous voulons vivre. Nous voulons laisser un Cameroun libre, un Cameroun joyeux à nos enfants. Mais dans la situation actuelle où, au nord, Boko Haram sévit, où, au sud-ouest, au nord-ouest, on voit tous les jours des massacres, n'est pas du tout une fierté à parler. Franchement, un 11 février, c'est dommage que nous relevions ce genre de choses, mais justement, il faut amorcer ce changement. Il faut que les jeunes comprennent que c'est à eux la responsabilité. Regardez le monde. Vous avez tous la possibilité, avec les réseaux sociaux, de voir comment ça se passe ailleurs. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire peuvent vous dire la différence qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les infrastructures. Nous,
on a reculé. On a reculé au lieu de progresser. On a reculé. Moi, j'ai vécu des histoires terribles au Cameroun. J'ai vécu des histoires terribles. Je vous raconte une petite histoire. Je revenais de mon village. J'ai trouvé au bord de la route. Il n'y a pas de route. Donc, j'ai tellement cassé de voiture pour aller dans mon village que je ne peux même pas, pour l'instant, je ne peux même pas investir dans mon village. Parce que comment voulez-vous investir dans un endroit où vous n'avez pas accès? Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas de possibilité de nous épanouir chez nous, malgré les possibilités que nous avons. Aujourd'hui, nous pensons à l'avenir. Nous disons que si nous n'avons pas réussi à tordre le cou à ces vieux qui nous ont bousillé nos vies, vous avez la chance. Vous avez la chance, l'opportunité. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de vous préparer parce qu'on s'arrange à vous avertir bien avant que c'est en 2025 que ce changement s'effectuera. Monsieur Paul Biya ne sera pas candidat et même s'il force la main, vous n'êtes pas obligé de voter pour Monsieur Paul Biya. Vous allez voter pour celui qui apportera le meilleur pour vous. Parce que si Monsieur Paul Biya n'a pas fait quelque chose pour vos parents, s'il n'a pas fait quelque chose pour vous, il ne fera rien pour vous parce que l'argent du Cameroun, il sert à acheter des jets privés, il sert à louer des chambres d'hôtel aux enfants, aux belles filles et bien sûr à toute la gabégie, au pétrus, au champagne, à tout ce que vous voyez, aux cadeaux d'anniversaire. On torture notre père, on lui fait souffler des bougies qui normalement ne s'éteignent pas. Ça nous fait mal de voir comment on maltraite un vieux. C'est de l'abus de faiblesse. Chantal, tu es cruel de faire ça à un homme qui t'a sorti de là où tu étais. Chère grande sœur, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous sommes engagés dans la sensibilisation. Notre message est de dire à tous ceux qui nous écoutent que cette souffrance doit s'arrêter. On ne doit plus voir des images d'enfants agonisant devant les hôpitaux et voir des médecins qui viennent sans toutefois avoir le sens du serment d'Hippocrate qui consiste à intervenir d'abord sur une vie parce que une vie sauvée, l'argent vient après. Alors, nous savons que tout ce qui faisait traîner les pas à cette dame, c'est qu'elle n'a pas vu les billets de monnaie qui auraient pu lui faire accélérer le pas. Parce que l'énergie au Cameroun se fait en fonction de l'argent ou bien du pouvoir de celui qui vient. Quand on est pauvre, quand on est un non-aime et qu'on arrive à l'hôpital, ben c'est exactement l'image que nous voyons sur les réseaux sociaux qui est une image honteuse, honteuse, honteuse de voir un enfant en saignant, de voir sa maman à côté. Moi, je n'ai pas pu dormir quand j'ai vu cette image. Et je ne veux pas que vous, quand vous aurez mon âge, que vous continuez à voir ce genre de choses. Ce n'est pas possible. C'est inhumain. C'est inhumain de voir ça. Donc ici, nous demandons à tous ceux qui ont la possibilité, dans chaque région, d'expliquer aux jeunes, de dire aux jeunes, d'encourager les jeunes en leur disant que nous, notre expérience nous démontre que si vous continuez à rester laxiste, si vous continuez à regarder ailleurs, comme on a fait, on a conditionné des jeunes dans ma ville à San Mélima. Je vous assure que la ville de San Mélima, qui a à la limite hébergé la création de l'hymne national du Cameroun à Foulassi, dans cette ville, on a muré la bibliothèque pour en faire un bar, parce que San Mélima doit être une cité de beuverie, où on apporte juste l'alcool, où on donne des kitoko aux jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir. Il n'y a pas de bibliothèque à San Mélima. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, on peut mettre les universités, bien que ce soit des universités sur papier, mais si les jeunes n'ont même pas la possibilité d'avoir un endroit où ils auront trouvé des livres pour apprendre, si les jeunes n'ont pas la possibilité d'avoir de l'énergie pour apprendre leurs leçons,
comment allez-vous pouvoir vous émanciper, avoir le savoir pour gérer votre pays? Parce que nous sommes partants. Le pays est à vous. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous dire que si vous ne voulez pas vous retrouver dans la même, si vos enfants à vous, vous ne voulez pas que vos enfants à vous héritent de vos motos, c'est maintenant que vous devez savoir que les motos doivent vous permettre juste de garder l'énergie pour qu'en 2025, nous puissions changer ce régime qui n'a fait que tuer notre jeunesse. Moi, je parle de ça. C'est pour vous les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février. Je sais que les 15 millions de jeunes qui fêtent n'ont pas tous l'âge de voter. Mais parmi vous, on peut au moins trouver 2 à 3, voire 4 millions de jeunes. Vous ne vous imaginez pas à quel point c'est important pour la démocratie de voir comment les jeunes s'investissent. Et notre rôle à nous, c'est de vous permettre non seulement de voter, mais nous allons aussi vous dire comment on va sécuriser les votes. Les motos taximans, moi je vous dis, vous êtes le fer de lance du changement. Parce que ce sera à vous de faire à ce que, au moment où il y aura le vote, nous nous engageons à organiser même des manifestations à des endroits pour que le vote soit sécurisé. C'est que vous avez le devoir de sécuriser ce vote. Parce que c'est la sécurisation du vote qui va permettre à ce que l'élection soit crédible et que nous puissions chasser ceux qui aujourd'hui se servent de l'argent de l'État à des fins personnelles pour venir tout simplement s'amuser, venir payer des influenceurs pour insulter des gens, venir, je ne sais pas, toutes les gabégies possibles. Regardez, vous êtes au courant de l'actualité. Comment un pays se retrouve à faire des marchés de string? Monsieur Amourou Belinga, qui est en prison, gagnait des marchés pour livrer des strings. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si ça se passe dans des pays comme en Occident, c'est impossible de voir ce genre de choses. Mais en Afrique, comme tout est mélangé, les gens se croient permis de tout. Ce n'est pas possible. C'est votre argent. L'argent n'appartient pas à Paul Biya, n'appartient pas à Chantal Biya. L'argent n'appartient pas à ceux qui sont au pouvoir. C'est votre argent à vous. Et cet argent doit être au service de votre épanouissement. C'est avec cet argent qu'on doit permettre d'électrifier le pays. Pas de la manière dont c'est fait, parce que tous les plans d'électrification qui sont faits aujourd'hui, en vérité, c'est un combat qui est vain. Parce que le retard est énorme. Le retard est énorme. La stabilité énergétique au Cameroun ne sera pas réglée avant au moins 10 ans. Pas au moins avant 10 ans. Et heureusement, peut-être avec le changement, vu que nous apportons de nouvelles idées, nous allons trouver des solutions pour permettre d'avoir le minimum, au moins pour que tous les hôpitaux du Cameroun puissent avoir de l'énergie, même si la quantité d'énergie qui est aujourd'hui disponible pour le Cameroun ne permet pas que tous les Camerounais aient de l'énergie, mais nous pouvons trouver des astuces pour que les endroits sensibles, les centres de vie, les hôpitaux, tous ces endroits peuvent avoir de l'énergie. Il suffit juste d'avoir de la bonne volonté. Moi, je suis dans les réseaux, j'ai été formé dans les réseaux électriques. Je vous assure, un pays comme la France, l'objectif, c'était zéro coupure. Zéro coupure. Pourtant, dans des pays comme la France, il y a des dégâts qui arrivent souvent, par exemple, au moment où il neige, tous les fils se tendent, se congèlent, ça détruit souvent des lignes sur des kilomètres. Mais ce n'est pas pour autant qu'on laisse les Français dans le noir parce qu'il neige. On leur met des groupes de substitution pour qu'ils aient de l'énergie et pendant ce temps, les techniciens, eux, ils vont intervenir pour remettre les lignes en état de marche. Mais au Cameroun, il y a même pas, déjà il n'y a pas assez d'énergie. Mais il n'y a même pas la conscience de dire que dans chaque région, dans chaque district, trouvons au moins des groupes électrogènes pour avoir de l'électricité sur des centres de vie essentiels comme les hôpitaux, les morgues et tout ce qui est les poissonneries, les boucheries, tout ce qui a besoin de l'énergie en permanence. À Saint-Mélima, vous mangez du poisson pourri parce que malheureusement, il n'y a pas d'énergie. Donc moi, je parle aux gens de Saint-Mélima, je parle aux gens de Bolova, je parle aux gens de Bambis, je parle aux gens de Mintom, je parle aux gens de Bambis. Eux,
comme à Bambis, en saison de pluie, l'eau monte tellement parce que le barrage qui est là-bas a été aussi fait à la Mort-Moellonneux. Et ce barrage, d'ailleurs, tel que moi j'ai analysé, ce barrage a été fait essentiellement pour desservir la zone de Mvomoka et le EVA Sud, qui est un projet d'avenir. L'énergie dans le sud ne permet pas, l'énergie de Mekine ne va pas permettre de résoudre les problèmes énergétiques du Djaïlobo. Donc il faut trouver d'autres solutions. Mais ceux qui sont au pouvoir n'ont même pas ce souci. Eux, ils annoncent que vous avez des barrages, vous avez des barrages. Mais en vérité, ces barrages ne vont pas régler le problème. Donc il y a des solutions nouvelles qui ne peuvent être amorcées qu'à partir de 2025, parce que ceux qui sont là ne sont pas là pour régler les problèmes. Ils sont là pour se servir. Ils sont là pour se servir. Monsieur Ayolo est un grand agent immobilier qui achète des maisons en France, qui achète à Principaux, Sao Tomé et Principauté. C'est là-bas où il investit avec certains de ses amis. Ils achètent. Mais c'est l'argent du Cameroun. C'est l'argent du Cameroun. C'est l'argent du Cameroun. L'argent qui a servi à la fausse libération d'Amourou Belinga. J'ai appris qu'il a été volé dans le domicile et bien sûr, la suite de ça a créé toutes les tortures que nous avons appris via les médias où les gens ont été torturés, des gens qui travaillent chez lui parce qu'ils auraient volé. Heureusement, ils n'ont même pas tout pris. Ils auraient dû tout prendre parce que c'est leur argent. Ils auraient dû tout prendre. Et moi, je dis à ces gens, ne croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça. Parce que après le changement, il y aura un audit de l'État camerounais et nous allons vous poursuivre. Nous allons récupérer nos biens pour nos enfants. Vous ne pouvez pas partir. Moi, je vous laisse. Investissez, construisez comme vous voulez. Vous n'irez pas loin. Même en Europe, au risque de créer des incidents diplomatiques, nous allons dire aux Européens que l'argent que vous avez autorisé à être blanchi chez vous, c'est l'argent de l'Afrique. Si vous ne nous rendez pas cet argent, nous allons avoir de sérieux soucis de coopération. Nous n'allons pas laisser, nous ne devons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. On ne va pas laisser que nos pays servent tout simplement à prendre de l'argent afin que cet argent soit investi dans des pays qui, à la limite, n'ont pas besoin de notre argent. Le budget du Cameroun de 6 000 milliards ne représente même pas le budget de la région parisienne. Quand on divise ce budget, chaque Camerounais, à la limite, a environ 500 francs de consacrés pour le développement de son pays en une année. Qu'est-ce qu'on fait comme investissement avec 500 francs CFA? Essayez de diviser le budget du Cameroun. C'est vrai qu'on n'est pas là pour le partager à des individus, mais essayez de diviser par le nombre d'habitants pour voir à peu près ce qui représente l'investissement pour un citoyen camerounais. Vous verrez que 6 000 milliards, ça représente rien, mais rien du tout. Et cet argent, ce n'est même pas la moitié de ce qu'il faut mettre. C'est-à-dire que ce qui est volé, c'est peut-être le double de ce que représente le budget de l'État camerounais. Nous disons que c'est comme le fromage. Quand il y a trop de trous, il y a moins de fromage. Il faut boucher les trous pour qu'il y ait plus de fromage. Et notre rôle à nous, c'est de faire boucher ces trous. Et nous allons les boucher. Si vous nous donnez l'occasion de nous mettre tous ensemble pour le changement, nous allons boucher les trous. Je remercie tous ceux qui nous envoient des dossiers. Parce que des dossiers pour la dénonciation, nous avons besoin. Nous avons une part sur nous. Mais nous avons besoin que tous ceux qui ont des dossiers pour dénoncer toutes les malversations du Cameroun, de nous permettre d'empiler les dossiers les uns après les autres pour que nous les exposions, que nous les dénoncions jusqu'en 2025, afin de permettre à tout le monde de prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui ne doit pas se passer au détriment de notre population. Mes chers compatriotes, en ce jour de 11 février, les gens qui sont du côté de Biboulman, ceux qui voient les voitures passer seulement en saison sèche, je m'adresse au village des Pygmées qui n'ont jamais vu Yaoundé, qui ne voient même pas les villes, mais à qui on apporte des bulletins de vote pour dire seulement, eux ils connaissent qu'il n'y a que Paul Biya, ils ne connaissent même pas les autres opposants, il n'y a que Paul Biya chez eux c'est toujours 100%.
Notre rôle à nous, c'est de dire que même les pygmées, qui sont les autochtones du Cameroun, doivent pouvoir avoir leur mot à dire sur le développement de notre pays. Même les pygmées ont le droit d'avoir. Nous devons protéger tous les Camerounais, d'où qu'ils viennent, où qu'ils sont. Nous devons, aujourd'hui, chacun peut avoir la possibilité sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, de dire que, écoute, j'ai eu vent de ceci, en vérité, ces gens-là nous trompent. Essayons de faire semblant. On ne demande pas de faire de la violence. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais moi, je vous dis, on ne va jamais vous obliger de voter pour quelqu'un d'autre. Si vous avez déjà l'objectif du changement, si vous avez le consensus de la sécurisation, si vous avez déjà la sécurisation prête, personne ne va vous obliger à voter obligatoirement pour tel. Et si vous insistez à assister au dépouillement du vote, vous verrez que le choix qui sera fait pour le changement, partout au Cameroun, ce choix-là donnera pour résultat le vainqueur de 2025. Je ne suis pas là pour dire qui sera vainqueur. Je ne suis pas là pour dire que celui-là ne pourra pas gagner. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour dire que le changement, c'est d'abord une conscience collective que nous devons faire apprendre à nos enfants pour que, en 2025, chacun sache que quand il va au bulletin de vote, ce n'est pas pour aller voter M. Paul Biya. Parce que M. Paul Biya n'est plus là. On utilise son image par l'intelligence artificielle. Et nous allons vous sortir un autre discours de M. Paul Biya. Je prends cet engagement. Parce que nous tous, nous pouvons faire ce qu'ils font. Mais comme vous, on vous montre quelque chose, on vous promet des choses. Franchement, ça fait pitié de voir ce qui se passe comme spectacle au Cameroun. Ça fait vraiment pitié. Mais c'est notre responsabilité. Nous n'avons pas eu les mêmes chances que vous. Donc, notre rôle à nous, c'est de vous dire, nous ne vous demandons pas de voter comme nous voulons. Nous vous demandons de voter pour votre intérêt à vous. Mais comme nous sommes clairvoyants et que nous disons que si vous allez là-bas, on va vous tromper, nous serons à même de vous dire à un moment donné que bon, en fonction des responsables politiques qui sont en présence, en fonction des projets qui sont mis sur la table, le consensus de tous ceux qui font la politique fait que nous devons prendre des engagements, par exemple, d'inverser, ne serait-ce que la balance commerciale agricole, qui fera que au Cameroun, on ne sera plus obligé de faire importer de l'huile de palme, on ne sera plus obligé de mendier des céréales qui viennent d'Ukraine, on ne sera plus obligé de demander de l'aide à des pays que nous avons aidés à un certain moment de l'année. Moi, j'ai l'âge de vous dire que le président Ahidjo donnait des dons au Vietnam, donnait des dons en Indonésie, quand le Cameroun était encore prospère. Oui, j'ai cet âge pour vous dire, aujourd'hui, est-ce que le Cameroun peut encore parler devant l'Indonésie? Donc nous avons des engagements que, ne serait-ce que pour amorcer le changement, l'inversion, nous devons prendre l'engagement de faire à ce que la balance commerciale agricole soit favorable au Cameroun. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le Cameroun importe le maïs. Ce n'est pas normal. Il faut une véritable politique agricole. Et le président Ahidjo avait laissé la révolution verte. Le professeur Eno Belinga est mort fâché de M. Paul Biya parce qu'il lui disait, M. Paul Biya, ce que vous faites avec vos champs d'ananas, vous montrez le mauvais exemple. Il faut poursuivre la révolution agricole pour que tous les Camerounais puissent s'investir. Quand vous allez faire des champs en votre nom propre, en vérité, vous allez encourager tous ceux qui vous prennent comme modèle de faire des champs chez eux. Chacun veut faire le grand champ. Par conséquent, vous avez des hommes comme Ayolo qui ont 500 hectares de plantations, qui sont en même temps de grands agents immobiliers, qui sont en même temps des ministres. Mais comment vous voulez vous en sortir? C'est pas possible. Nous disons ceci, pour le changement, nous pourrons régler le problème des routes. Parce que, moi je vous dis, qu'on n'a même pas besoin d'Arab Contractor. Tous les hauts fonctionnaires, je peux vous donner des adresses de certaines personnes à Yaoundé, un certain directeur de budget, qu'on appelait à un moment le fonctionnaire
le fonctionnaire milliardaire, monsieur, je crois, Antoine Samba. Monsieur Antoine Samba, à lui seul, je suis allé dans son parc. Le parc de d'engins de travaux publics de monsieur Antoine Samba permet de faire toutes les routes du Djaïlobo ou toutes les routes de Nangay Boko. Parce que ce monsieur a des engins que même Arab Contractor n'a pas. Mais vous verrez que quand on lance un marché, on va présenter Arab Contractor comme la société qui a gagné le marché, mais en vérité, c'est une société écran qui fera sous-traiter ce marché aux fonctionnaires camerounais et bien sûr des gens comme Antoine Samba qui ont pris de l'argent du Cameroun, qui se sont achetés tout le matériel, tout un parc d'engins, gagnent ces marchés et se font de l'argent à titre personnel. Au fait, c'est un détournement déguisé. Nous, on sait. Moi, j'ai vécu ça sur la route de Djoum, où on donnait à une personne 1 kilomètre, on dit, bon, sur 1 kilomètre, voici tes 2 milliards. Mais sur les 2 milliards, on te donne, on sait que pour commencer une exploitation, pour commencer un reprofilage de route, il faut au moins 100 millions. Vous avez 100 millions, vous prenez le nécessaire, vous travaillez même sur 200 mètres, après, vous demandez l'avance à Arab Contractor, on vous décaisse l'argent, et après, vous pouvez faire 300 mètres, ou 200 mètres, ou 500 mètres, même si vous ne finissez pas, l'argent est déjà encaissé, et c'est la raison pour laquelle la route de Djoum, la route de Saint-Mélima, Congo, a duré autant d'années, parce que cette route a servi à enrichir des gens. Cet argent, c'était des fonds extérieurs. Ils ont volé l'argent de l'Union européenne. Le Congo, qui est un pays moins développé, certes, que nous, a réussi à faire sa part de route avant le Cameroun, parce que le Cameroun, qui est devenu champion du monde de la corruption, a tout simplement fait que cette route a duré des années. Maintenant, cette route est ouverte. Elle nous profite à tous. Cette route nous profite à tous. Aujourd'hui, tout le monde est content de partir de Yaoundé pour aller à Brazzaville. Mais pour arriver jusque-là, combien de milliards avons-nous dépensé à cause de la gabegie, de la corruption et de tout ce que vous savez qui empêche la réalisation des travaux pour toutes les infrastructures de base? Nous sommes encore aujourd'hui, en 2023, à penser à mettre sur place des infrastructures de base pendant que d'autres pays sont déjà en train de parler des investissements sur les services comme la France. Eux, ils n'ont plus besoin de construire des hôpitaux. Ils n'ont même plus besoin, ils ont déjà des routes, ils ont des hôpitaux, ils ont tout ce que vous voulez. Nous, on n'a même pas encore réussi à faire un maillage pour que tout le monde puisse avoir un hôpital. On vous crée des universités fictives, on vous met des intellectuels qui sont là pour vous bassiner pendant un certain temps. Franchement, ce 11 février, c'est une occasion, parce que vous êtes nombreux. Je sais qu'à Saint-Mélima, vous m'écoutez. Je sais que vous regardez. Parce que en bas, inbox, vous m'envoyez des messages. Je suis conscient. Gardez la même énergie. Parce que moi, je suis conscient qu'à Saint-Mélima, nous, on va faire mal. Nous, on va faire mal. Parce qu'on en a plein. On a les boules. On a les boules contre nos élites. Et on va s'occuper de nos élites. Ne vous inquiétez pas. Nous demandons aux autres régions, à tout le monde de s'occuper des prévaricateurs qui sont dans leur région. Oui, c'est de ça, c'est ce que nous demandons à tout le monde, à tous ceux qui sont éveillés. Petit à petit, nous allons évoluer, nous allons soumettre certaines choses, nous allons proposer certaines initiatives, nous allons continuer à parler à tout le monde et nous demandons à tous ceux qui ont des idées de nous rejoindre. Nous remercions parce que ici, aujourd'hui, je ne suis pas là pour indexer quelqu'un. Nous sommes là pour la sensibilisation. Les gens ont compris qu'ils doivent quand même freiner. Madame Hertz a voulu taquiner encore Marlène aujourd'hui. Marlène répondra à toutes les femmes qui viennent lui dire ce que, lui faire des remontrances. Elle répondra. Et je lui dis de répondre à toutes les femmes. Moi, j'attends que les hommes soient là. Celui qui vient encore dire quoi que ce soit sur Marlène, on ressortira un autre dossier. Je ne vais plus entrer dans pour répondre à M. VP de Londres, qui en vérité s'appelle M. Bikaï,
Donc, maintenant que je sais, petit frère, qui tu es, ne crois pas que quelqu'un va se cacher. Je vais te joindre inbox pour te dire de te calmer, cher frère, parce que ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas de la blague. Et nous ne sommes pas au niveau des amusements de quartier. Donc, je demande à tous ceux qui veulent venir, qui veulent dire hein, euh, des choses qui ne correspondent pas à notre mouvement, qui veulent nous embrouiller, afin qu'ils sachent qu'il y a des vies en jeu. C'est des générations entières. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Prenez conscience. Ne résumez pas vos vies à vos petits intérêts particuliers qui vont vous permettre de vivre 2 jours. Supportez la souffrance. Essayez de vous en sortir par vos propres moyens, en vous disant que votre avenir, vous vivez bien quand vos enfants, vous aurez l'assurance que vos enfants s'en sortiront. Moi, c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et c'est ce que je dis aux jeunes de chez moi. Vous, les jeunes du Sud, je continue à vous dire, vous, à Ebolova, vous, à Kribi, à qui on est allé donner un port où vous n'êtes même pas impliqués, vous, les jeunes de Kribi. Moi, je sais comment ça se passe là-bas. Vous voyez le port exactement comme des touristes. Vous ne profitez pas du port autonome de Kribi. Parce que ceux qui viennent là-bas, eux, ils viennent parce qu'ils ont des gros business et vous regardez ce spectacle dans la misère. Comme tous ceux qui sont dans le sud. Exactement pareil. Exactement pareil. Il n'y a pas une région qui est épargnée. La seule ville au Cameroun qui peut se prétendre avoir une possibilité d'embaucher à 100%, c'est Mvomoka. Il n'y a qu'un Mvomoka au Cameroun. Parce que Mvomoka a quand même EVA Sud, mais c'est des emplois agricoles, sans toutefois avoir de valeur ajoutée. Nous sommes en train de vendre nos richesses, de liquider nos richesses. Nous, en 2025, nous sommes partants pour que plus jamais nous ne fassions que notre bois serve tout simplement à venir créer des emplois en Europe, alors que ce sont des emplois qui doivent être réservés à nos jeunes. Nous sommes contre le vol des emplois qui est organisé, qui sert à venir créer des emplois en Occident en abandonnant nos jeunes. Nous disons que le bois en grume ne devra plus sortir. Parce qu'en zone CEMAC, et nous dirons même à tous nos pays voisins que si vous voulez continuer à envoyer le bois en grume en Europe, vous devriez passer par d'autres ports. Parce qu'au Cameroun, à partir de 2025, nous allons exiger à ce que la transformation à 100% se fasse dans notre pays. Oui, le cacao qui a été utilisé comme une culture coloniale et que tout le monde sait, parce que moi-même, j'ai une plantation cacaoyère. J'ai même dû l'abandonner tellement j'étais dégoûté. Je ne peux pas vendre le cacao pour qu'on vienne faire du chocolat en Suisse. J'ai dit non, j'abandonne. Je préfère attendre le moment de la transformation. Moi, j'ai planté du forestaro, exactement celui que nos grands-parents nous ont laissé. Je suis conscient que oui, ce cacao résistera jusqu'à ce que nous atteignions la transformation du cacao. 1 kilo de cacao. Tout le monde se dit, à 2000 francs, c'est bon. Mais le même kilo de cacao, une fois transformé, revient à 1 million de francs. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que la loi sur le chocolat, c'est 33% de cacao. 33%. Donc, sur 1 kilo, allez-y, regardez combien, vous qui achetez des tablettes de chocolat, vous qui achetez des tablettes de chocolat, regardez le prix d'une tablette de chocolat de 100 grammes. Dans cette tablette de chocolat de 100 grammes, vous n'avez que 33% de cacao pour que l'appellation chocolat soit effective. Moi, je parle de ça. C'est ça l'esprit de la loi. Pour que l'appellation chocolat soit effective, il faut qu'il y ait au minimum 33% de cacao. Le chocolat blanc que vous mangez n'est pas du cacao, ce n'est que du beurre, du cacao qu'on mélange avec du lait. Et nous achetons ça en Occident. Or, 1 kilo de cacao vous donne 3 litres de beurre de cacao. Donc, le chocolat blanc, nous devons pouvoir le transformer au Cameroun et, bien sûr, l'exporter ailleurs pour que nous vendions aux Occidentaux notre cacao une fois qu'il est transformé. Ce n'est pas normal que le cacao que nous plantons en Afrique serve à nourrir des enfants en Norvège
Et que dans nos villages, moi j'ai fait l'expérience, en transformant ne serait-ce que 2 kilos de cacao dans mon village, je me suis rendu compte que des gens dans mon village n'avaient jamais mangé le chocolat. J'ai essayé de leur montrer que le cacao, ce n'est pas un poison. Le cacao, ça se mange. Vous êtes là, vous êtes en train de cultiver une récolte des produits dont vous ne savez même pas que ces produits se mangent. Transformons le cacao, mangez le cacao. Vous verrez qu'au lieu de vendre à 2000 francs, ceux qui, quand ils vont constater que vous mangez vous-même votre cacao, ils vont monter les enchères, ils vont l'acheter au moins à 10 000 francs. Ici, en France, 1 kilo de cacao, c'est au moins 14 euros. Au moins 14 euros. Allez à Grand Frère, allez acheter 1 kilo de cacao, des fèves de cacao nature. Vous allez me dire combien vous achetez, combien vaudra ce kilo de cacao. Or, les gens sont contents au Cameroun quand on leur achète le cacao à 2000 francs. Vraiment, nous sommes pris pour moins que rien sur terre. Et cette chose doit s'arrêter. Parce que c'est avec la complicité de nos dirigeants. C'est eux qui reçoivent les dividendes de tous ces efforts. C'est eux. Ils n'ont même pas conscience que les cacaoculteurs, ce sont eux qui participent sur le budget de l'État à plus de 400 milliards chaque année. Avant, on était même à plus de 600 milliards au moment où la taxe à l'exportation était à 150 francs le kilo. Le président de la République a ramené la taxe à l'exportation, je crois, à 75 francs pour favoriser la transformation. Mais cette transformation n'est pas encore effective. Parce que pour qu'elle soit effective, il faut qu'il y ait une politique qui permette aux Camerounais d'avoir le matériel ou d'avoir des crédits pour acheter le matériel nécessaire pour la transformation. Il n'y a pas véritablement de politique de transformation du cacao dans notre pays parce qu'il n'y a pas de volonté. Et cette volonté, en 2025, nous devons la mettre sur pied. Exactement comme tous les pays d'Afrique qui veulent s'en sortir. Regardez le Mali, regardez le Niger, regardez le Burkina Faso, regardez le Sénégal. Tous ces pays veulent s'en sortir. Et personne, la liberté, dans aucun pays au monde, on a promis la liberté, on a donné gratuitement la liberté à un peuple. Ça n'existe pas. Toutes les libertés se sont toujours arrachées. La France, qui est le pays de la révolution par excellence, depuis 1789, c'est grève sur grève. Les Français cassent parce que c'est eux qui construisent. Parce que quand on vous dit, vous allez tout casser, est-ce que ce sont les ministres qui construisent? Ce sont les maçons, c'est le peuple qui construit son pays. N'ayez pas peur. On casse et on reconstruit. C'est comme ça. C'est ça le prix de la liberté. La liberté, ça s'arrache. La liberté, on ne supplie pas la liberté. Mais nous ne sommes pas là pour inciter à la violence ou quoi que ce soit. Notre système, notre façon d'arracher la liberté doit se faire par le vote. Et le vote, c'est en 2025. Le vote se fait grâce à l'inscription. Le vote se fait grâce, le résultat de vote, lui, il se fait grâce à la sécurisation du vote. Nous, c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on veut tout simplement vous faire comprendre. Si vous voulez être dans un pays véritablement émergent, encore que c'est des slogans, c'est tout simplement une façon de vous donner un horizon, mais en vérité, même cet horizon ne correspond pas à ce qui se fait actuellement. Donc même 2035, au rythme où vont les choses, il n'y aura pas d'émergence en 2035. Sauf si, en 2025, on prenne conscience que c'est à nous. Nous devons retrousser nos manches. Nos jeunes doivent être au pied, à l'étrier, accompagnés par leurs parents, conscients que nous avons perdu beaucoup de temps. Nous devons leur dire que oui, une fois, maintenant, nous avons les manettes, nous pouvons parler en notre nom, mais c'est vous, les jeunes, c'est vous qui êtes chargés de mettre votre pays sur pied. On vous accompagnera. Mes chers compatriotes, je ne vais même pas m'attarder. Nous sommes le 11 février. Je ne veux pas avoir la prétention de parler plus longtemps que le président de la République virtuel, notre nouveau président virtuel de la République du Cameroun. Je ne veux pas avoir cette prétention. Le message que j'avais à lancer aujourd'hui, c'est de dire à tout le monde, allons-y, le processus est lancé. On fait le Congossa sur Facebook. Chacun doit jouer son rôle. Tous ceux qui sont en Europe ont des familles en Afrique. C'est à vous de dire à l'oreille, de dire aux gens, ne comptez pas à l'assistance éternelle de notre part. Nous ne sommes pas là nous ne sommes pas venus en Europe
pour dire que nous venons ici juste pour remplir les tares qui se passent là-bas. Nous sommes ici pour gagner en expérience et vous dire que si ça ne marche pas, c'est parce que ça se passe ainsi. Donc notre rôle à nous, c'est de vous dire, messieurs, allez vous inscrire. Voilà ce qu'il faut faire pour qu'on puisse en sortir. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Nous allons évoluer. Nous allons prendre des conseils. Parce que nous n'avons pas la prétention de tout savoir. Mais quand nous voyons ce qui se passe ailleurs, c'est exactement le chemin que nous prenons en ce moment que ceux qui ont réussi à sortir de l'ornière ont pris. Donc, si ça marche chez les autres, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Pourquoi? Sommes-nous aussi incapables que ça? Sommes-nous aussi faibles que ça? Comment est-ce que nous pouvons accepter que environ 500 personnes prennent en otage 30 millions de personnes? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons nous arranger de manière méthodique. Comme c'est la démocratie, nous allons les battre en démocratie. Nous allons les battre en démocratie. C'est ça que moi je vous dis. C'est ça que nous chargeons de vous dire. Et nous, vu que nous ne sommes pas, nous ne formons pas un parti politique, il y a des partis politiques qui sont au Cameroun, qui seront eux-mêmes, qui vont concourir à la législature suprême. Nous allons lire, nous allons voir les programmes. Nous saurons avec pertinence que c'est ce programme-ci qui correspond. Encore que, nous allons nous asseoir pour regarder point par point les programmes qui ne doivent exclure aucune région du Cameroun. Aucune région du Cameroun. Le parc de Ouaza, notre richesse nationale, est aujourd'hui un champ de guerre. Le parc de la Bénoué, on n'en parle pas. Toutes les réserves de chasse au Cameroun servent aux princes d'Europe pour qu'ils viennent faire leur safari et qu'ils fassent la course, qu'ils fassent la chasse au gibier en vous utilisant comme des porteurs de sacs, exactement comme à l'époque de l'esclavage. C'est une honte. Notre tourisme doit revivre. Le monde entier doit savoir que le Cameroun, c'est l'un des pays où le tourisme peut rapporter parce que nous avons des sites touristiques magnifiques, enviables dans le monde. Mais dans cet état de décrépitude, dans cet état où l'insécurité règne, il n'est pas possible que le Cameroun prospère. Nous avons un ministre du Tourisme dont je ne peux même pas vous dire en 2-3 personnes qui c'est. Il est dans une léthargie pour lui. C'est un héritage suite au consensus qu'il a eu avec M. Paul Biya. Il vit là-bas, on ne sait même pas où est le niveau du tourisme au Cameroun. Or, des sites touristiques au Cameroun, on en a des multitudes. La culture camerounaise est à l'abandon. À l'abandon. Qui parle de culture camerounaise? La culture camerounaise, ce n'est pas les musiques de bar qu'on vit là. Il y a de vraies cultures dans toutes les régions du Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas un vrai ministère qui regroupe, qui parle de la culture camerounaise, qui montre aux gens exactement comme font les Bamouns. Les Bamouns, eux, ils ont réussi à inscrire leur patrimoine culturel au niveau de l'UNESCO. Est-ce qu'il n'y a que les Bamouns qui ont un patrimoine culturel? Tous les peuples du Cameroun ont leur patrimoine culturel. Et rassurez-vous, après 2025, nous exigerons que tous les vestiges culturels, tout ce qui a été pillé en Afrique, qui aujourd'hui rapporte en Europe, dans les musées européens, il faut accélérer pour que ces choses reviennent en Afrique. Les Européens ont conditionné le retour de ces objets qui nous ont volés par la construction de musées. On peut comprendre qu'ils aient le souci de la conservation. Si ce n'est que ça, le Cameroun se chargera de faire des musées pour que nous puissions, une fois que la sécurité sera revenue, faire du tourisme qui pourra permettre à des jeunes de créer des millions d'emplois. Le tourisme, c'est des millions d'emplois. La France vit, les pays d'Europe vivent grâce au tourisme. Mais chez nous, le seul tourisme qu'on nous donne, c'est le tourisme sexuel. C'est l'abus de nos jeunes. Voilà le tourisme qu'on donne à nos enfants. Est-ce que nous allons continuer à sacrifier nos enfants pour que les pédophiles du monde entier viennent tout simplement abuser nos filles, nos fils? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop.
Le changement, c'est 2025. Mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes parents, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ensemble, nous allons réussir le changement en 2025. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fête de la jeunesse. Vive le Cameroun, vive les Camerounaises et vive les Camerounais. Que Dieu soit avec tout le monde, que tout le monde soit en santé pour que nous puissions continuer la dénonciation, l'organisation pour 2025. Nous sommes avec vous, nous serons avec vous, nous sommes engagés au risque de nos vies. Nos vies ne sont pas importantes. Nous allons dénoncer. Tous ceux qui ont des dossiers de dénonciation, envoyez-nous. Nous allons dénoncer. C'est ça qui va permettre de dire aux gens, ah, donc nous sommes volés depuis. Oui, les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas que nous sommes volés. Or, nous sommes volés. On est en train de nous duper. Moi, les gens m'appellent. Ce qui est marrant, c'est que des gens de la famille présidentielle me disent que essaie de nous aider à faire à ce que Chantal ne puisse pas seulement nommer les gens de chez lui. Je dis, mais c'est vous, c'est entre vous là-bas. Pourquoi est-ce que vous voulez que je dénonce seulement ceux de là-bas? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Le Dja Elobo est coupable. Le Dja Elobo est coupable. Les élites du Dja Elobo sont coupables. Et nous allons nous occuper de nos élites. Que chacun s'occupe des élites de sa région. Bonne fête de la jeunesse. À la prochaine. Je vous remercie.